Lucie Versnayen est psychiatre et pédopsychiatre, psychothérapeute de famille et formatrice à l'Institut d'études de la famille de Toulouse et de Lille. Éric Trapnier, lui, est fondateur et directeur de l'IFT de Toulouse et Lille. Il est psychothérapeute du couple et de la famille et membre de l'Association européenne de thérapie familiale. Vendredi 21 novembre 2025, ils étaient tous deux à la librairie Ombre Blanche pour présenter leur ouvrage « Soigner les blessures familiales, approche systémique et psychothérapie expérientielle » paru aux éditions RS. Bonne écoute. Bonjour à tous. Donc, on va tout d'abord se présenter. Donc, je suis le docteur Lucie Versnayen. Moi, je suis médecin pédopsychiatre. Je travaille en CMPP à Lille. Je me suis formée auprès de l'Institut d'études de la famille, donc avec Éric, à l'approche systémique et familiale. Et je pratique au quotidien donc des consultations. Je reçois des enfants, des adolescents, leurs familles, et je réalise régulièrement des consultations de thérapie familiale, donc dans le Nord, à Lille. Et je suis aussi formatrice à l'approche systémique. Bonjour, je suis Éric Trapnier. Donc, je suis psychologue, thérapeute de famille. Je dirige l'Institut d'études de la famille de Toulouse, à Toulouse, et l'Institut de la famille à Lille, à Lille. Donc, je suis, également formateur. Donc, je forme des professionnels du champ médico-social à la psychothérapie de famille. Ce sont ce qu'on appelle des formations longues. J'interviens auprès d'institutions psychomédico-sociales pour des problèmes X, Y ou Z sur l'organisation des professionnels entre eux, sur des analyses de la pratique. Je forme en France, je forme, en Europe, je forme beaucoup en Amérique du Nord et je forme également maintenant, je commence à former, en Afrique du Nord. Donc j'ai développé un modèle spécifique qui s'appelle l'approche systémique expérientiel. Donc, je vais m'en expliquer un petit peu de tous ces termes-là. Et donc, nous avons... alors, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'au départ, j'ai formé Lucie, puis on a commencé à travailler, voire rencontrer des familles. Et puis, donc, elle est musicienne, je suis musicien, on a commencé à... Enfin bref, et puis on s'est dit pourquoi pas faire un 4 même. Et c'est vrai que ça nous a pris un certain nombre d'années d'écrire cet ouvrage. Dont on n'avait pas le titre, mais par contre on avait les idées de ce qu'on voulait faire passer. Et c'est une fois que le manuscrit a été fini qu'on a trouvé le titre « Soigner les blessures familiales ». Oui, soigner les blessures familiales. J'ai trouvé que c'était intéressant et ça, le titre ressemblait au contenu. Voilà. Et donc, nous allons partager, réfléchir avec vous sur un certain nombre de points. Ce que je propose, parce qu'on nous a dit, voilà, on peut faire ça en 2 temps, vous parlez d'abord, il lève la main après. Moi, je considère que c'est un format, mais c'est un format que je trouve linéaire. Je trouve que c'est aussi intéressant que si vous avez des questions, vous levez la main, on répond en même temps que vous... parce qu'il y a des choses peut-être qui vont vous sembler évidentes, il y a des choses qui ne vont pas vous sembler évidentes. Et donc, Lucie, je te laisse commencer. Oui. Alors déjà, on voulait expliquer un petit peu le titre. Donc, qu'est-ce que c'est pour nous les blessures familiales ? En fait, c'est vraiment, nous, on s'est placé du point de vue de la relation. Qu'est-ce qui blesse dans la relation ? Qu'est-ce qui peut entraîner des difficultés relationnelles dans un couple, dans une famille ? Et donc, les blessures relationnelles, pour nous, c'est quand on est à 2, quand on est en couple ou quand on est en famille, c'est les désaccords qui durent, les comportements qui vont amener des sentiments de trahison ou d'abandon, ou c'est dans un couple, par exemple, on a le sentiment que son conjoint, il prend la fuite dans le travail, ou c'est par exemple un enfant qui répond pas peut-être à ses attentes et lui qui nous renvoie des choses qui nous font du mal. Donc voilà, vraiment, on s'est placé les blessures familiales. Pour nous, c'est tout ce qui peut abîmer la relation dans le temps.
quand on est en couple, quand on est en famille, quand on est aussi enfant de ses propres parents. Et donc voilà, j'imagine que vous avez tous en tête des exemples de ce que ça peut être dans le lien aux autres et en particulier dans sa famille, des choses voilà qu'on garde sur le cœur. En fait, c'est ça, c'est des choses qu'on garde sur le cœur et qui nous font souffrir et qu'on n'arrive pas forcément à exprimer, à parler, qui vont s'agir dans le quotidien ou qui vont même parfois amener des ruptures de liens. Et le terme soigner, il est venu de notre pratique de thérapeute familiale, parce que du coup, Eric et moi, et le livre, il est vraiment parti initialement de ça, de en fait nos consultations, parce que l'idée, et c'est vraiment le chemin qu'on a pris dans ce livre, c'est de partir de nos expériences cliniques de consultation. Donc, au fil des chapitres, en fait, on a, si vous voulez, un chapitre théorique qui va expliquer, et ça, je redonnerai la parole à Eric, le concept de psychothérapie, psychothérapie systémique, psychothérapie expérientielle, qui est donc la spécialité de Eric. Donc ça, c'est, on va dire, le chapitre 1, mais qui se décline après dans tous les autres chapitres, 2, 3, 4. Donc chapitre 2, c'est une famille qui, alors c'est un couple. En fait, si vous voulez, on a pris des vignettes aussi de la vie du quotidien. On a essayé d'illustrer dans le quotidien un couple qui se dispute, une réunion de famille qui se passe pas bien, un couple qui s'est séparé, un enfant qui va plus à l'école. Voilà, on a pris des événements de la vie de tous les jours et on a essayé d'illustrer le fait que voilà, ça part d'une souffrance du quotidien et comment on en arrive à aller consulter un thérapeute, soit familial, soit on consulte un spécialiste pour son enfant et comment le spécialiste, il arrive à proposer une consultation de thérapie familiale. Voilà, on est parti un peu de différents épisodes de vie et on a fait évoluer ces personnages jusqu'à temps qu'ils demandent la consultation de thérapie familiale. Et tu vas ajouter des choses, Eric ? Je pense qu'il faudrait spécifier que dans le domaine de la relation d'aide, vous avez plusieurs formes de relations d'aide. Vous avez, je dirais, une approche qui s'appelle l'approche psychoanalytique, psychanalyse, si j'ose dire, qui peut se décliner sous plusieurs formes. Donc, on parle de l'hypothèse qu'il y a une personne qui a un problème, et donc, le thérapeute, le professionnel, est une sorte de Miss Marple qui va essayer de comprendre le sens du problème que la personne a, à quoi ça la ramène. Et donc, c'est une approche qu'on va appeler une approche linéaire parce qu'elle s'intéresse à l'histoire du sujet, à l'histoire de l'individu. Et donc, ils vont travailler ensemble sur reconnaître qu'est-ce qui fait que ce qui se passe actuellement remonte à son histoire. Tout le monde me suit. Approche psychoanalytique, et ça se manifeste sous différentes formes. Il peut y avoir du psychodrame, il peut y avoir du rêve éveillé, il peut y avoir toute une série de choses, et c'est très très important, en tout cas pour moi, le fait qu'on puisse donner du sens à ce qui nous arrive. Comprendre pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, pourquoi j'accepte ce que j'accepte que je ne devrais pas accepter. Et donc ça, c'est très important parce qu'avant la psychanalyse, ce qui se passait, c'est que quand il y avait des manifestations chez des personnes qui étaient incompréhensibles, ils prenaient des morceaux de bois, un piquet, puis le brûlaient. Donc déjà, là, pour moi, déjà le fait de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'une personne vit, c'était déjà un premier pas. Vous avez une deuxième façon d'envisager la façon dont les événements se déroulent, c'est ce qu'on appellera l'approche dite systémique. Systémique, déjà, ça veut dire quoi? Faudrait définir ce que c'est un système. Un système, c'est un ensemble d'éléments, plusieurs personnes, une organisation, une famille, un couple, une famille recomposée, multi-recomposée. Un système, c'est un ensemble d'éléments, plusieurs personnes, qui interagissent de façon non aléatoire. Non aléatoire, c'est qu'un système est régi par des règles de fonctionnement. Par exemple, on se met à table le soir, moi je me mets ici,
Ma conjointe se met là, mon fils se met là, et j'ai jamais dit à mon fils mets-toi là, j'ai jamais dit je me mets là, j'ai jamais dit à Lucie qu'il fallait que c'est elle qui doit se lever pour aller chercher les plats, je lui ai jamais dit, mais ça marche comme ça. Ça roule ma poule, c'est une organisation, et si vous voulez ça, c'est ce qu'on va appeler une règle implicite. Toutes les familles, vous, tout le monde, toute personne n'y échappe. On a des routines, on a des rituels qui font que c'est moi qui fais ça, c'est toi qui fais ça, mais j'ai jamais dit c'est moi qui fais ça, c'est toi qui le fais. Ça s'auto-organise. Et c'est implicite, pourquoi? Parce que c'est sous-marin, on ne s'en rend même pas compte, on le fait parce qu'on le fait, puis point barre. Et donc ça, c'est implicite, c'est-à-dire c'est en immersion. Et vous avez les règles qu'on appellera explicites. C'est celles qui sont nommées. La réunion commence à 8h30. Il faut amener les enfants à l'école pour 9h. Ça, c'est clair. Et alors, si vous voulez, déjà là, quand on s'intéresse au système, on se rend compte que plus il y a, je dirais, des distorsions entre l'explicite, ce qui est dit, et l'implicite, ce qui est montré, plus ça pose des problèmes, je dirais, de fonctionnement, qui très souvent ne viennent même pas au cerveau des gens. Par exemple, je prends un exemple qui me paraît assez courant, enfin en tout cas, je pense. Donc la madame, elle a fait les courses, elle a préparé, on est dimanche, elle prépare le repas pour tout le monde, et puis à midi, elle dit « à table !» Bon, d'accord. Le père, lui, le premier, est sur son ordinateur, donc il descend pas. Les gosses, ne voyant pas le père descendre, ils descendent pas. Et au bout d'un quart d'heure, ça va être froid. La mère n'est pas contente. Elle dit, ouah. On dit, mais maman, on t'aime, où est ton problème? Et donc, c'est ce qui me touche beaucoup, c'est que, implicitement, c'est comme si c'est elle qui devait remuer ciel et terre pour que tout le monde soit à table. Et je dirais que plus, disons, il y a de temps entre le moment où elle demande de venir et le moment où ils viennent, plus ça crée des problèmes, mais elle se rend pas, elle voit pas où est le problème. Elle se dit pas, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Elle est, alors là, c'est aussi très intéressant. Elle est dans un état émotionnel qui l'empêche de comprendre la configuration dans laquelle elle est. Et ça, ce sont des choses qui sont très, très intéressantes pour nous. Dans le domaine systémique, le fait de repérer les règles de fonctionnement et de voir comment est-ce que il y a des choses que les gens vous disent, il y a ce qu'ils vous montrent, il y a le lien entre ce qu'ils vous disent et ce qu'ils vous montrent qui parfois peut être complètement incohérent. Et là aussi, moi, ça m'arrive, je reste quoi? Je comprends, j'ai comme une sidération qui coupe ma pensée et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi le problème? C'est elle le problème? Et donc, si vous voulez, dans l'approche dite systémique, on ne va pas s'intéresser au langage uniquement, mais on va s'intéresser au langage bien entendu, mais aussi à la gestuelle et comment tout ça s'organise. Donc ça, si vous voulez, c'est déjà une grande différence. On va s'intéresser d'ailleurs plus spécifiquement au départ à l'ici et le maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la séquence? Une séquence, c'est j'observe ceci, bon, et donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point qui va être aussi passionnant, enfin en tout cas pour moi, on va s'intéresser à ce qu'on appellera la fonction du symptôme. Donc l'approche psychanalytique, elle s'intéresse au sens du symptôme, d'où ça vient le symptôme. L'approche systémique, elle va s'intéresser à la fonction du symptôme, à quoi ça sert le symptôme, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des problèmes qui se réveillent dans un système donné et qui se maintiennent, parce qu'il peut y avoir aussi dans des familles temporairement des symptômes, et puis si ça se dilue, ça disparaît, c'est pas un problème. Mais dans certaines familles, on dira que c'est redondant, ça se répète régulièrement, les gens en souffrent. Alors moi, je pense que le problème c'est Lucie, c'est clair que c'est pas mal un problème dans sa tête. Mais j'ose pas le lui dire parce que je dis peut-être tu devrais consulter, peut-être. Elle me dit mais peut-être que tu devrais consulter aussi. Et alors d'un point de vue systémique, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que le point de base, on va plutôt travailler avec la relation, c'est-à-dire qu'on va
plutôt recevoir le monsieur et la madame, enfin monsieur, madame, en tout cas les deux protagonistes, parce que là on n'est pas là pour dire qu'est-ce que c'est une famille, mais les deux protagonistes. Dans le cas de famille, là aussi c'est passionnant parce que vous avez un enfant qui n'a aucun problème à l'école et brusquement, chute scolaire, il commence, je dirais, à se bagarrer, donner des coups de poing à ce camarade. Personne ne comprend, enfin, pour l'école, c'est un problème, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'affaire? Si vous vous intéressez à la famille, par exemple, et que, moi, si on m'appelle, on me dit voilà, et puis il fait ci, puis il fait ça, et puis à l'école, il y a ci, je dis écoutez, est-ce que vous accepteriez de venir en famille? Ah ouais, mais mon mari, les hommes travaillent beaucoup. Et alors, c'est toute une négociation sans fin pour demander, voilà, qu'est-ce que ceci. Et quand vous voyez la famille dans son entier, je parle là de choses assez simples, père, mère, famille qu'on appellera traditionnelle, parce qu'après, vous avez des familles recomposées, vous avez des familles multi-recomposées, vous avez des familles monoparentales, vous avez des familles homoparentales. Et donc, c'est toute une histoire, mais là, dans une famille, on va recevoir le symptôme, à ne pas confondre avec le problème. L'enfant a un symptôme, parce qu'il y en a qui disent l'enfant a un problème. Les parents disent, je vous présente le problème. Et c'est vrai que c'est un problème. Quand vous avez un gosse qui n'arrête pas de vous emmerder, de chouiner tout le temps, c'est vraiment un problème. Pour les thérapeutes qui ont un peu plus de distance comme nous, c'est un symptôme. Il a parfois des frères et des sœurs. Et alors, si vous voulez, dans la logique de la psychothérapie de famille, on va recevoir l'ensemble de la maisonnée. Et donc, on peut arriver à se rendre compte que, par exemple, les parents sont en dispute régulière, mais depuis que le gosse y pose des problèmes, les parents ne se disputent plus. Ils ont le gosse qui les emmerde constamment, il commence à nous faire suer, et donc tout le monde est d'accord avec le fait que c'est lui le problème, mais plus il déconne, plus les parents qui étaient en distanciation se rapprochent, et on voit que ce qui représente un problème à l'extérieur, c'est une solution qui maintient le système, je dirais, dans son ensemble. Et pourquoi est-ce qu'on va recevoir les frères et les sœurs, s'il y en a? Parce que on parlera de déplacement de symptômes. Lorsque les premiers thérapeutes familiaux ont commencé à rencontrer les familles, ils se sont rendus compte que quand il y a un enfant qui allait mieux, c'est l'autre qui allait moins bien. Et donc, le fait qu'on s'intéresse beaucoup au déplacement, le fait de recevoir tout le monde, on essaye de créer une logique coévolutive de la famille. Et bon, ce sont des points qui sont très importants à relever. Un autre point, et donc ça, c'est l'approche dite systémique, dont on va vous dire quelques mots ici. Et une troisième approche, donc systémique, psychanalytique, et ce sont les thérapies cognitivo-comportementales. Ils se fichent complètement du symptôme, ils se fichent complètement de la fonction du symptôme. Eux, ce sont des personnes qui visent le changement directement. C'est ce qu'on appellera, on peut l'associer, l'hypnose, par exemple, les thérapies stratégiques. Et ce sont des personnes qui, si vous voulez, pour faire bref, vous avez le conscient qui est là, vous avez l'inconscient qui est là, et eux, ils vont aller toucher l'inconscient sans toucher le conscient. Et ils vont travailler autrement, à travers des tâches, et voilà, grosso modo, vraiment ramasser l'explication des différentes façons de travailler dans le domaine de l'aide relationnelle. Alors, psychothérapie, c'est une façon d'aider des personnes à travailler sur les amener à donner du sens, à réfléchir sur ce qu'ils vivent, à travailler sur leurs relations. Et ça, c'est pour moi la psychothérapie, c'est une façon d'aider des personnes à... C'est pas uniquement qu'une prise de conscience, c'est aussi une prise de conscience, mais pas que. C'est une façon d'aider les gens à se vivre autrement dans la relation qu'ils ont. Systémique, c'est le fait de penser
Bien sûr qu'on peut aussi travailler à un moment donné avec une personne de façon systémique, mais c'est vrai que c'est plus pertinent, d'après moi, en couple ou en famille. Expérientiel. Moi, je crois que les théories n'ont jamais soigné personne, qu'elles soient analytiques, qu'elles soient systémiques, qu'elles soient comportementales, c'est pas les théories qui soignent les gens. Qu'est-ce qui aide les gens? C'est la façon dont nous nous mettons en relation avec eux et comment est-ce que pendant la séance, on va les aider à se vivre autrement. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a des tendances toujours à penser qu'il se fait rejeter. Qu'est-ce qu'il va faire quand il vient voir le thérapeute? Il va essayer de se faire rejeter. Je vois que j'ai une tête qui vous revient pas. Donc, ils vont nous chercher pour essayer de nous faire rejouer ce qu'ils connaissent déjà. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a qui sont très bons, hein. Et si jamais vous dites, écoutez, je commence à en avoir marre, foutez le camp, le mec, il est trop content, il dit, voyez, vous ne m'aimez pas, vous me rejetez. Et donc, expérientiel, c'est l'idée qu'on comprend que l'autre veut nous mettre les pieds dans des sabots qui ne sont pas les nôtres, et comment on peut rester à ses côtés pour l'aider à aller au-delà des répétitions toxiques. C'est tout un art, hein. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et ce qui intéresse aussi beaucoup ma collègue Lucie. Voilà. Oui. Merci pour toutes ces explications. Parce qu'en fait, toutes ces explications, elles vont... En fait, dans le livre, on a créé le personnage de Chloé, qui est psychothérapeute systémique expérientielle. Et donc, tout ce qu'a expliqué Eric, on va la voir, donc on va voir donc ces extraits de familles qui vivent des choses compliquées, ou comme dit Eric, qui se disputent au quotidien, et on va aller voir comment on arrive à aller consulter un psychothérapeute. Et donc, il y a une famille, c'est le collègue du conjoint qui va dire ouais, écoute, moi j'ai déjà consulté, ça m'a beaucoup aidé, donc on peut y aller sur les conseils d'un ami. Il y a des autres consultations, c'est imposé par l'école, ou sinon, écoutez, on est très inquiet, il faut vraiment consulter, sinon avec des fois même la menace d'intervention sociale et tout ça. Donc voilà, ça peut amener à consulter. Ça peut être aussi individuellement, on peut se sentir un peu bloqué dans sa vie, répéter toujours un sentiment de répéter des situations d'échec. On peut spontanément aussi aller consulter. Et donc le livre, il témoigne de différentes situations. Et donc ces personnes, par différents chemins, elles arrivent dans le bureau de Chloé, donc qui est thérapeute familiale systémique expérientielle. Et ce qu'il explique Eric, donc là au niveau systémique, c'est une façon de voir le monde, c'est une façon de voir les symptômes, c'est une façon d'approcher les familles, c'est une façon de consulter aussi. Et ce qu'on va voir dans le travail de Chloé, c'est qu'elle va toujours aller proposer, en fonction de la problématique, d'aller travailler les liens familiaux. Soit en réunissant la famille, soit en allant questionner la place dans la famille, soit en questionnant sa propre histoire, la propre histoire de la personne qui va consulter. Voilà, c'est vraiment une façon de voir le monde et une façon de mettre au travail et de travailler. C'est aussi beaucoup de techniques. C'est aussi, alors comme dit Eric, les théories ne soignent personne, mais quand même, là, ce qu'on va voir tout au long du livre, c'est que la pratique de la psychothérapeute, elle va quand même avoir des références théoriques. Elle va quand même, ces références théoriques, elles vont lui permettre d'appuyer sa pratique, de faire des hypothèses, d'avancer sur des hypothèses sur le fonctionnement familial. Et ce qu'elle va avoir aussi, c'est des outils pour créer le changement. Donc, en systémie, je ne sais pas si tu veux peut-être en parler ça un petit peu. On a quand même des outils spécifiques pour créer le changement. Est-ce que ça intéresse? Est-ce que ça intéresse déjà ou pas? Ça intéresse Eric. Par exemple, ou peut-être je vais un peu vite, mais par exemple le recadrage, les prescriptions paradoxales. Peut-être tu veux un peu vite, non? C'est ce que je me dis en voyant ton regard, je me dis je vais un petit peu vite. Et puis, mais on pourra y venir. C'est pas la systémie, c'est la systémique. Systémique, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui prononcent le terme systémie. Je ne sais pas comment ça circule, mais c'est la systémique. Donc,
Je veux reprendre puisqu'elle me donne la parole, je veux bien reprendre ce que tu dis, mais un peu autrement. Vas-y. Donc, les enjeux de notre travail, si vous voulez, c'est d'orienter notre travail sur le changement. Et alors, le problème, c'est que c'est pas en tirant sur l'herbe que vous la faites pousser. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que c'est pas quand vous voyez des couples, quand vous voyez des familles et que vous avez des parents qui disent j'en ai ma claque, je veux que tu sois responsable. Quand est-ce que, moi, ma propre mère, quand j'étais petite, quand est-ce que tu vas te mettre du plomb dans la tête, Eric? Ça se passait comme ça. Elle avait toujours des interventions qui, dans le même temps qu'elle souhaitait que je change, moi-même, si vous voulez, ça me mettait dans une logique d'opposition. Et alors, c'est vrai que dans notre domaine, on va essayer de travailler. Alors, c'est complexe parce que là, moi, je peux pas aller aussi vite que ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on va repérer, quand les gens nous parlent, des situations où vous voyez qu'eux-mêmes, ils se prennent les pieds dans le tapis dans lequel ils sont. Par exemple, moi, je vois un gosse qui arrive dans mon bureau, mais qui gueule. Alors, il gueule comme un putois, c'est vrai. Ah, la mère veut bien me montrer que le gosse, il est insupportable. Et je me demande dans quelle mesure elle l'entraîne pas avant en lui disant, quand tu vas rentrer dans le bureau, tu vas foutre une merde pas possible, comme ça, il va voir ce que je vis. Donc, et effectivement, ça se produit, ou la mère qui va me dire, tiens, ça m'étonne, elle n'a pas encore fait pipi sur votre tapis, la gosse se met à pisser. Et c'est vraiment très, très intéressant. Ou alors, par exemple, c'est des situations complètement baroques. Si vous voulez, donc c'est un gosse qui a des problèmes, comme tout le monde, mais peut-être un peu plus que tout le monde, et qui peuvent, je dirais, s'aggraver. Donc ça a l'air de rien, mais c'est quand même beaucoup. Le gosse, il met les doigts dans les prises comme là, et la mère dit José, il s'appelle José. Sors les doigts de la prise. Mais elle lui dit de sortir les doigts comme si elle lui demandait de les laisser. C'est-à-dire que la voix sont des muscles volontaires et en fonction de comment vous envoyez des messages, vous pouvez dire quelque chose et envoyer rigoureusement l'inverse. Voilà. Et donc, je vous passe les 4 fois ou les 5 fois. José, enlève les doigts de la prise. Le monsieur ne va pas être content. Bon. Et c'est-à-dire qu'elle ne veut pas se mettre contre lui. Elle me fait passer pour un salopard qui, je dirais... Bon, et ça, ce sont des choses, si vous voulez, qu'on peut repérer. Donc, on va repérer des situations qui sont incongrues, parce que vous vous dites, tiens, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle montre, il y a un problème. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, madame, vous n'êtes pas cohérente. Elle ne voit même pas de quoi il s'agit. Enfin, de mon point de vue, elle ne voit même pas de quoi il s'agit. La madame qui arrive, qui vient de perdre son père il y a 3 jours, et qui est hilar, elle me dit ça en souriant. Je lui dis, écoutez, je suis un peu stupéfait parce que vous me racontez quelque chose qui est très triste et je vous vois en train de sourire. Alors elle est surprise, en train de se surprendre, en train de se rendre compte elle-même qu'elle connecte. Donc l'idée, si vous voulez, que relève ma collègue, c'est qu'à un moment donné, il faut déjà repérer ces séquences. C'est tout le travail que, donc, pour reparler, parce que il y a le côté travail, mais il y a un côté une histoire théorique aussi. Donc, il faut savoir que les thérapies de famille, elles viennent des États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? On est dans les années 50. Ils n'ont pas encore découvert les benzodiazépines. Et donc, il y a beaucoup de problèmes dans les hôpitaux psychiatriques américains. Et le gouvernement va donner des bourses de recherche pour tenter de comprendre l'étiologie de la schizophrénie dans le contexte familial. Et donc, si vous voulez, au départ, la thérapie de famille n'est pas un complément de traitement pour les patients psychotiques et pour les patients schizophrènes. C'est un traitement lui-même. Et c'est vrai qu'ils passaient des annonces dans les journaux pour rencontrer des familles ordinaires. Ils avaient des miroirs sans teint. Ils observaient de l'extérieur ce qui se passait. Par exemple, des situations, à un moment donné, vous avez une maman, vous avez sa fille qui est en face. La maman dit à sa fille, « Ma chérie, viens sur mes genoux ». En même temps que la mère dit à sa fille de venir sur ses genoux, elle se recroqueville.
La fille s'approche de sa mère et lui dit « Maman, tu as un joli bouton à ton chemisier ». Et la mère regarde le thérapeute et elle dit « Voyez, ma fille ne m'aime pas ». Et donc, il s'intéressait à observer des séquences qui est qu'en même temps, on dit à quelqu'un de se rapprocher, mais on lui montre de ne pas se reprocher, et que la personne s'approche, mais elle s'approche, sentant bien qu'elle ne... Enfin, c'est pas en conscience, c'est dans le mouvement que ça se passe, et c'est ça qui est très, très intéressant. Où on est à Toulouse, le Grand Rond, voilà, ils sont en voiture tous les deux, monsieur écoute sa radio préférée, rire et chanson, et donc madame, je dirais, lui baisse le son et lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Et le mari lui dit « Bien sûr que je t'aime ». Et donc ce qu'elle fait, donc elle dit rien et le monsieur remonte la radio, donc elle râle, elle rebaisse la radio « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Le mec il dit « Oui, oui, je t'aime vraiment ». Il remonte la radio, la femme était folle de rage. Elle lui rebaisse la radio, elle lui dit, voilà, est-ce que si je t'avais demandé, pas demandé si tu m'aimais, est-ce que tu m'aurais dit que tu m'aimes? Et donc on arrive dans une logique complètement dingue, qui est que elle sent très bien que c'est pas le moment, mais elle va lui demander quand c'est pas le moment, comme ça, on dira que les êtres humains que nous sommes, on a des croyances profondes et elle vient renforcer ces croyances profondes à des moments particuliers. La maman est dans la cuisine, elle épluche ses légumes, c'est ce qu'elle me dit, elle fait la soupe pour le soir. Le gosse est là, il fait ses devoirs, il demande rien, le téléphone sonne. Maman, je veux te... Donc le gosse, s'il ne veut poser des questions à sa mère uniquement que quand elle ne peut pas répondre. Parce que quand elle est disponible, ça ne l'intéresse pas. Et donc, il dit, maman me rejette, maman ceci, maman cela. Et donc, si vous voulez, on observe des séquences comme ça, qui sont des séquences qui sont extrêmement intéressantes, qui sont des séquences baroques. Et donc, ce que relève Lucie, c'est que sur ces points-là, quand on arrive à les observer, quand on arrive à être allié aux gens avec qui on travaille, on peut aussi créer avec eux des contextes particuliers qui font que ça crée le changement. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est pas forcément des situations où les gens prennent conscience, mais le fait que ça a été réveillé, le fait que ça a été parlé et le fait qu'on travaille avec eux autour de ça, c'est très problématique pour continuer à faire. Quand vous savez quelque chose, c'est difficile à continuer à le faire en faisant comme si vous ne saviez pas que vous le faisiez. Donc je relèverai ça comme ça, mais je ne sais pas aller beaucoup plus loin pour l'instant. Bah oui, très bien, Eric. Non, ce que je trouve intéressant, c'est vrai que les premières consultations familiales, c'est toujours assez impressionnant parce qu'on a une famille qui arrive, enfin surtout je dirais quand on débute et après avec le temps on prend de la pratique, mais c'est vrai qu'on a une famille par exemple dans mes études de pédopsychiatrie, enfin même de psychiatre à la base, on en était plus formés à l'entretien individuel, évaluation diagnostique. Tu peux dire que tu étais psychiatre d'adulte avant d'être au début, ouais. C'est intéressant aussi pour mettre l'accent sur ton champ d'expérience. Oui. Oui, du coup, j'étais psychiatre adulte et du coup, très formée à l'entretien individuel, l'évaluation diagnostique et la prescription de médicaments. Ça, c'est sûr. Et après, j'ai aussi perçu les limites de cette approche et maintenant quand on est dans les études de médecine, si on veut se former à une approche psychothérapeutique, c'est vraiment une démarche volontaire. On va aller choisir ce qui nous parle dans les différents types d'approches que Eric a expliqué. Et donc moi je me suis commencé à me former à l'approche systémique et ça m'a beaucoup servi en psychiatrie adulte.
Parce que dans des histoires de couple, j'étais en hospitalisation même sous contrainte, enfin des hospitalisations, vraiment dans des situations de crise, vraiment de pathologie mentale. Mais un enfant qui entre dans la maladie mentale sévère, ça va toujours demander de faire des entretiens avec les parents. Un conjoint qui fait une tentative de suicide, c'est toujours très très intéressant de recevoir le couple, 1 ou 2 entretiens. Donc t'es pas forcément dans la thérapie familiale, mais d'être équipé en tant que médecin pour pouvoir mener ces entretiens qui sont toujours des situations quand même assez tendues, de crise, et pouvoir être à l'aise. Ce que je me rappelle aussi, beaucoup, des fois, il y avait les visites, les autorisations de visite dans le service, donc sur des situations compliquées, et des fois, les visites familiales, ça pouvait être compliqué. Et là, des fois aussi, pouvoir se sentir aussi armé pour dire écoutez, je vais vous recevoir et puis on va discuter. C'est pas forcément une évidence en fait. C'est tout un travail pour avoir cette assurance là et puis pouvoir, comme dit aussi Eric, mettre les personnes autour de la table, arriver à créer un lien avec chaque personne et puis aussi apprendre à observer et puis distribuer la parole. Tout ça, c'est vraiment des choses qu'on apprend au fur et à mesure et qui demandent une formation et de l'expérience. Et puis, donc après, je me suis formée à la thérapie familiale et ça m'a de plus en plus intéressée. Et puis progressivement, je suis partie dans le champ de la pédopsychiatrie avec là vraiment, maintenant c'est un outil au quotidien. On a beaucoup de demandes actuellement pour des enfants agités, pour des demandes de diagnostic de TDAH. Et pour des difficultés d'apprentissage. Là, c'est vraiment un motif de consultation qui explose. Et c'est vrai que dans le cadre de l'évaluation, pouvoir proposer, parce que c'est des enfants petits, c'est des enfants entre 3 et 5 ans, pour lesquels maintenant on demande beaucoup de diagnostics et tout ça, mais pouvoir proposer des entretiens familiaux, pour moi, c'est vraiment une chance pour les familles et une chance pour les enfants de pouvoir aller discuter de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que cet enfant il s'agite de cette façon. Voilà, je trouve que en tout cas, pour moi, en tant que médecin, c'est vraiment quelque chose qui va m'animer au quotidien, qui va enrichir ma pratique. Et donc lors de ces consultations familiales, qui n'est en général pas souvent la demande initiale des familles. Comme dit Eric, moi j'ai beaucoup de consultations où les parents ils arrivent, il est insupportable, ou il va pas à l'école, ou il me respecte plus, ou des choses comme ça. Donc en fait, arriver à passer de la demande parentale de mon enfant, il crée des problèmes, mon enfant il est insupportable, mon enfant fait quelque chose, à écoutez, on va se réunir tous ensemble pour discuter avec la maman, le papa, les deux mamans, les deux papas, et puis les frères et sœurs. Ça, c'est vraiment riche et ça demande une certaine technique quand même et une certaine certitude que c'est ce qu'il faut pour cet enfant. Et quand on est vraiment assuré et quand on est vraiment engagé dans quelque chose et qu'on est persuadé que c'est ça vraiment qui va nous être utile à nous en tant que médecins et pour l'enfant, et ben souvent on arrive à convaincre les familles de venir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme dit Eric, le papa il travaille beaucoup, mais la maman parfois aussi. Et parfois on a aussi des familles qui sont, il y a aussi, je dirais maintenant il y a le travail, mais je dirais maintenant il y a les écrans aussi, donc qui sont tellement cloisonnés dans leur chambre ou avec leur écran ou avec leur smartphone ou avec le portable, qu'en fait arriver à avoir un temps où ils se réunissent, où ils acceptent de prendre du temps chacun et de se réunir, déjà c'est déjà une grande étape. Et donc, une fois qu'on a réussi à réunir cette famille, c'est vrai que y a toute la partie observation, recueil de ce qui est dit par les différents membres de la famille, observation de l'implicite,
c'est-à-dire comment, si on prend concrètement par exemple moi mon bureau, je vais avoir 6 chaises disposées en cercle, et ben on va voir la première consultation, comment la famille elle va s'installer, on va voir quelles sont les négociations rien que pour s'installer sur les chaises. Ouais, assieds-toi à côté de moi. Non, pourquoi tu te mets pas à côté de moi, Eric, hein, pourquoi tu te mets là-bas, voilà, tout ça c'est quand on est thérapeute systémique, c'est des éléments qu'on va avoir, on va observer comment ils s'installent, les négociations, et puis après on va observer, on va voir vraiment ce qui est dit et ce qui va nous être montré dans la consultation. Et tout ça c'est des éléments. Ah, une question. Oui, vas-y. Ah oui, alors moi je travaille de cette façon-là. Alors, donc moi, pour vous parler de ma pratique en CMPP, moi, je travaille toute seule et je dirais que Eric, tu m'as appris à travailler de cette façon-là aussi. Enfin, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Non, tu réponds à la question. Non, mais je vois que tu fais comme ça, donc. Non, je ne fais pas comme ça. Vous posez une question. Ouais, une très bonne question. Intéressante, mais donc, je te laisse répondre. Ouais, tu complètement. Après. Donc voilà. Moi, je travaille toute seule. Au début, j'ai essayé de travailler justement quand j'étais en psychiatrie adulte à deux, mais au final, c'est-à-dire que travailler en cothérapie, ça peut être intéressant dans certaines situations. Quand c'est des situations vraiment de crise très importantes, quand il y a des situations aussi, on a beaucoup d'inquiétudes, on doit faire une évaluation, ça peut m'arriver de travailler en binôme. Mais le quotidien, je suis toute seule. Et c'est-à-dire que je dis pas que c'est pas intéressant, enfin ou c'est moins intéressant l'un ou l'autre. Je pense que les deux ils ont une richesse, mais moi c'est vraiment ma pratique, mon cadre d'intervention en CMPP. C'est-à-dire que travailler à deux, nous je dois faire des consultations, voilà. Et travailler à deux, ça va demander un travail de préparation avant. On fait la séance et après on parle à deux. Donc c'est vrai que le cadre d'intervention, moi ça, la cothérapie, enfin être en receveur en binôme de la cothérapie, c'est plus exceptionnel, mais de par le temps que l'institution elle va pouvoir me libérer. Par contre, donc je travaille donc majoritairement tout seul, mais par contre, je suis, c'est pas comment dire, c'est pas supervisé, mais je fais un groupe d'analyse, d'ailleurs avec Eric. Parce que, et ça aussi on en parle dans le livre, à un moment, c'est vraiment le dernier chapitre, là Chloé aussi on fait pratiquer une personne qui travaille toute seule, elle se retrouve dans une situation de difficulté, elle a pas du tout, elle a des familles avec qui elle arrive bien à travailler, et il y a une famille avec laquelle elle se sent bloquée, avec laquelle elle n'arrive pas à intervenir, avec laquelle elle se dit, elle arrive pas, elle se sent complètement bloquée, ça n'avance pas, ses consultations n'avancent pas. Et ça, ce qui peut arriver à tout psychothérapeute, ça arrive à tout le monde. Et on voit comment elle va en supervision, et comment le superviseur, il l'aide à travailler sur, du coup, petit à petit, qui l'amène à travailler sur sa propre histoire de famille, sur sa propre place au sein de sa famille d'origine, et comment l'histoire de la dynamique familiale qu'elle rencontre, elle vient croiser sa propre histoire et sa propre place d'enfant, et pourquoi ça la bloque. Voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant. Mais je dirais, on travaille tout seul. C'est vrai que ça nécessite quand même, quelque part, peut-être pas en consultation, d'être en équipe, mais d'avoir quand même se dire qu'on a une équipe derrière soi ou un groupe, on peut parler, quoi. Alors, tu veux compléter votre question, je peux répondre oui. D'une autre façon. Au départ, si vous voulez, les thérapies familiales se pratiquaient. Vous aviez la famille qui était vue avec des thérapeutes. Vous aviez un miroir sans thème et vous aviez des observateurs qui étaient derrière ce miroir et qui travaillaient sur les interactions de la famille. Donc, c'était, si vous voulez, une situation où on pensait que l'observateur, plus on était distant de la situation, mieux on percevait. C'était basé sur l'objectivité. Et alors, donc vous aviez ceux qui étaient dans la salle et ceux qui regardaient.
C'est basé sur ce qu'on appelle les métaniveaux. Plus on est haut, mieux on verrait. Vous suivez? Donc, donc, ils faisaient une séance, ils interrompaient la séance, ou alors ils téléphonaient à ceux qui sont dans la séance, vous n'avez pas vu ceci, vous n'avez pas vu cela. L'idée de base, c'est que ceux qui étaient à l'extérieur voyaient mieux que ceux qui étaient dedans. Vous avez une dame qui s'appelle Mara Selbini Palazzoli, qui était un professeur de psychiatrie à Milan, qui dans la première partie de son existence, elle était psychanalyste, et puis elle en avait marre de vieillir avec ses patients, et elle-même a créé, je dirais, l'école de Milan. Donc elle rencontrait précisément que des patients psychotiques, et donc elle faisait 10 séances, ils arrêtaient la séance à la moitié, ils débriefaient, et puis ceux qui étaient dehors discuter avec ceux qui étaient dedans, mais c'était basé sur l'objectivité. Quand les thérapies de famille ont été importées en Europe, quand est-ce qu'elles ont été importées en Europe? Peut-être il y en a parmi vous des gens qui connaissent ça. Il y avait un mouvement très important dans les années 68-70 qui était l'antipsychiatrie. L'antipsychiatrie, c'est l'idée de base qui est que est-ce qu'on peut réduire un patient à sa maladie sans tenir compte du contexte politique et social? Vous aviez en Angleterre David Cooper et Ronald Lang. Vous aviez qui travaillaient à Tavistock Clinic. Leur problème, c'était est-ce que c'est un enfant schizophrène qui rend ses parents fous ou est-ce que c'est les parents qui sont fous qui font que l'enfant est schizophrène? C'est intéressant parce que c'était les prémices. Les gens se posaient des questions sur qu'est-ce qui fait quoi. Vous aviez Franco Basaglia en Italie, qui déjà à l'époque travaillait pour la fermeture des hôpitaux psychiatriques. Donc vous aviez mon ami défunt, un ami qui s'appelle Moni El Kaïm, qui travaille... Comment? Il est défunt, oui. Oui, il est mort au mois de novembre 2020. Lui, il travaillait, donc il avait été formé, je dirais, à New York. Il a beaucoup travaillé à Harlem, il travaillait dans les réseaux, dans les quartiers, et donc il a pris la coordination de ce réseau alternatif à la psychiatrie. Et donc c'est à ce moment-là que le MRI a rencontré les gens qui étaient dans l'antipsychiatrie. Et donc les thérapies de famille, elles ont été introduites comme ça, par ce mouvement-là. Et donc, mais le problème, c'est qu'on était sous l'hégémonie psychanalytique en France, importer un modèle aussi pragmatique que celui-là, disons à l'époque où ça s'est fait, c'était pas possible. Et lui-même, ce fameux Moni El Kaïm, il a beaucoup travaillé sur la subjectivité, c'est-à-dire prendre en compte l'observateur dans le système observé. Quand moi, Eric, je regarde Lucie, qu'est-ce que je vois? Et on a commencé à introduire la subjectivité, l'intersubjectivité, et donc les pratiques se sont considérablement modifiées. On n'était plus dans la logique de qu'est-ce que l'extérieur et l'intérieur, mais qu'est-ce que vit le thérapeute dans un système donné, et on a commencé à s'intéresser aux résonances que vivait le thérapeute dans le système dans lequel il travaillait. Et alors ça a changé, bon, ça supprimait pas le miroir santé, mais ça a changé complètement la conceptualisation parce que on a beaucoup plus insisté sur la subjectivité que sur celui qui est à l'extérieur voit mieux que ce qui est à l'intérieur. L'autre point qui est très important, si vous voulez, le fait d'être en cothérapie, que ce soit dans des institutions ou en pratique privée, ça monte le coût des interventions. On est dans un domaine, dans le domaine médico-psychosocial, on n'est pas à l'heure actuellement où on peut mettre deux... C'est ça aussi qu'il y a un problème sur le coût financier, la rentabilité des... Je dirais il y a certains centres de consultation de thérapie familiale, mais vraiment qui travaillent officiellement en binôme, mais... Il y a des centres, moi je pense à Lille où... Il y a des centres, mais les centres, comment ça marche? C'est que dans un hôpital, ils délèguent des heures des infirmiers, ils délèguent des heures de médecins qui sont déjà payés, qui sortent du service pour monter un centre de thérapie de famille. Donc si tu veux, ça coûte 0 francs, 0 centimes à l'hôpital.
ça diversifie leurs pratiques, ils en sont ravis, mais c'est rare que ce soit spécifiquement... Ouais, c'est rare. Enfin, en tout cas, bon, je parle pour le Nord, c'est rare. Et c'est vrai que si on veut utiliser cette pratique au quotidien avec les situations qu'on rencontre, les motifs de consultation quotidien, c'est vrai qu'au niveau institutionnel, moi je parle au niveau institutionnel, même en libéral c'est compliqué parce qu'effectivement il faut s'organiser, puis il y a la question du coût de la consultation, comment on fait, enfin il y a des vraies questions. Au niveau institutionnel, c'est plus flexible, enfin on peut le pratiquer au quotidien, mais c'est vrai qu'il faut du coup se dire que voilà, il faut trouver une technique pour travailler tout seul, mais bon, ça se fait. Et il y a juste un motif de consultation aussi qui me revient, parce que pour moi, par exemple, les enfants petits agités, faire une évaluation, faire des consultations familiales, pour moi, c'est vraiment primordial. Et il y a aussi les adolescents qui sont en situation de décrochage scolaire. Moi, je dirais vraiment dans ma pratique au quotidien, ces deux motifs de consultation. C'est vraiment, pour moi, vraiment indispensable de faire des consultations familiales, parce que là aussi, le décrochage scolaire chez les adolescents, c'est un motif de consultation qui explose. Alors, c'est pour vraiment différents motifs, des troubles anxieux, on appelle ça maintenant refus scolaire anxieux, mais dans quasiment 90% des cas, on est sur une problématique de dynamique familiale, on est sur une problématique d'un enfant qui grandit, qui va prendre son autonomie, à la question du coup de la différenciation par rapport à sa famille d'origine. Enfin, et vraiment pour moi, ces motifs des adolescents qui décrochent au niveau scolaire pour des troubles anxio-dépressifs, on va dire. Pour moi, c'est vraiment les consultations de thérapie familiale, c'est vraiment vraiment fondamental dans l'approche, dans l'évaluation et dans la prise en charge. Par contre, je pense à quelque chose, la question de l'anorexie. Moi, maintenant, il y a vraiment, c'est aussi vraiment une approche très centrale, les consultations familiales. Mais moi, par exemple, maintenant, c'est très clivé. Dès qu'il y a une problématique de troubles du comportement alimentaire, ils vont dans des services spécialisés. Et du coup, c'est moi qui est dans un centre de pédopsychiatrie, je dirais, de consultation généraliste. J'ai pas beaucoup ce motif de consultation. Oui, monsieur, vous vouliez dire? Oui. Finalement, est-ce qu'on n'est pas tous concernés? Parce que tout le monde ne va pas consulter, mais en même temps, on a tous une histoire, on a tous finalement une culture familiale, un point de vue. Et moi, je sais que ce qui m'intéresse, finalement, c'est d'essayer de comprendre au travers des relations interpersonnelles, au travers de l'approche systémique familiale, comment tout ça s'agence. Et finalement, si j'ai jamais été consulté, je me dis peut-être j'aurais dû qu'il y a des choses quand je repense à mon enfance ou finalement les relations que j'ai pu avoir avec mes enfants, des choses que je pourrais peut-être qualifier de dysfonctionnelles. Et ça m'intéresse de comprendre en fait comment tout ça s'agence pour aller vers un mieux-être ou pour éviter certains biais. Oui, d'accord. Par exemple, là, nous sommes aujourd'hui le 21 novembre. Et alors, ça s'en vient à petits pas, mais enfin, ça vient quand même. Il va y avoir bientôt Noël. Si vous voulez comprendre comment fonctionne une famille, eh bien, c'est soit vous recevez, bon, c'est du lourd, soit vous êtes reçu, c'est complexe aussi. Mais enfin, Noël, c'est quand même une période où les enfants, ils attendent un retour de leurs parents. Les parents, ils attendent un retour sur investissement. Et alors, tout ce monde se rencontre. Et si vous vous êtes intéressé sur les instantanés de fonctionnement familiaux, les événements de la vie familiale, un décès, par exemple, ça réunit des... Moi j'ai participé à des funérailles. Au début, j'arrive, bien sûr, il y a une certaine tristesse, mais je revois des têtes qu'il y a longtemps que je ne vois plus. Je croyais être distant, mais quand je les vois, je dis, putain, mais c'est incroyable. Et ça me remonte, c'est vraiment fascinant. Un baptême, ça réunit du monde, ça peut se terminer. Un mariage, alors là, c'est aussi ces deux familles qui s'assemblent, ça peut se terminer en pugilat. Enfin, c'est des trucs, moi, que j'ai vus. Si vous voulez, je trouve ça fascinant. Donc,
c'est clair que souvent on croit qu'on s'est éloigné de sa famille, et je dirais toutes les étapes des événements familiaux, Noël, les fêtes, la chasse aux œufs à Pâques, là aussi on m'en a raconté, mais c'est des trucs incroyables. Parce que chaque famille a ses rites. Alors les œufs, il y en a certains, des gosses qui les mangent de suite. Vous avez l'autre famille qui dit, tu les mangeras après. C'est des détails, après manger, mais ils se regardent mutuellement. Ça te fout un bazar. Et donc, vous, si vous voulez, c'est vraiment intéressant de voir tous ces éléments. Et alors, c'est vrai que quand on les nomme, vous pouvez y être attentif. Hein. C'est très intéressant, les cadeaux. Putain, mais ça aussi, je veux dire que c'est des choses qui sont passionnantes. Enfin, mais vous comprenez comment ça fonctionne quand vous êtes, je dirais, en séance. Et puis alors là, le problème, souvent, vous l'éprouvez. Et alors, quand vous êtes professionnel, et comme moi, par exemple, qui estimerait qu'en théorie, j'ai quand même fait une longue analyse, j'ai quand même beaucoup travaillé, je forme, et que je me retrouve moi-même dans ma famille, avec ma fille, donc c'est le sans gluten, plus de viande. Vous avez l'autre, elle ne mange pas de porc, l'autre il veut pas ci, l'autre il veut pas ça, et donc dans une famille simple comme la mienne, ordinaire, je pense que par exemple un chapeau, c'est bon. Et là, tout le monde fait la gueule. Mais c'est autre chose que faire la gueule. Ouais, tu tiens pas compte de nous parce que tu comprends pas. Tu dis, putain, mais quel bordel. J'ai une belle fille qui ne supporte. Moi, j'aime les huîtres, ça paraît bête. Donc, je vais manger mes huîtres dehors. Mais parce que je suis entêté, mais rien que le fait qu'elle les voit à 10 mètres, parce qu'elle cherche que ça la rend malade. Donc là, comme moi je vais avoir le dernier mot, je me mets une serviette dessus. Mais j'avoue que pour moi, c'est affreux parce que ça se transforme dans une situation où vous avez tout le monde qui n'a pas ce qui lui revient. Et donc, là aussi, on voit que la notion de règle, moi, une règle, on fait à manger pour tout le monde. Mais maintenant, ça marche plus comme ça. Avec un tel. Donc, comme elle dit Ottolenghi, je veux dire qu'il fait des repas spécifiques. Mais vous voyez que c'est des fonctionnements qui sont très, très particuliers. Et même à l'intérieur, avec chaque famille pour leurs enfants. Oui. Ils sont ensemble et qu'on parle pas de manger. Voilà. Alors là, bon, ça devient quelque chose qui est très complexe. Voilà. Donc, et je pense que, bon, quand on en est au niveau où vous êtes, on aime comprendre parce qu'on est un cérébral, ce qui s'y passe, comment ça se passe. Mais il y a des gens qui ont ça se manifeste par des symptômes beaucoup plus graves. À ce moment-là, ça peut pas rester uniquement en famille, ils consultent, c'est ça. Mais autrement, je suis d'accord avec ça, oui. Ça veut dire que même dans votre position, vous n'avez pas les armes pour atténuer Mais ça veut dire que quand vous n'avez pas de mandat, comme dirait ma propre fille, fais pas ton psy, fais pas le malin. Et donc effectivement, je fais pas le malin. Non. Je trouve que dans ma position, par exemple, c'est très douloureux de me vivre là où je suis et de voir ce que je vois. Et en même temps, je vais vous dire où j'en suis actuellement. Je me dis, bon, écoutez, lâche l'affaire. Hein. Donc, et j'y suis, et c'est comme ça. Et je croyais m'en être tiré, et je préfère partager du temps avec ma famille plutôt que de me retrouver tout seul aussi. Hein. Parce que là, je veux dire que il y a des problèmes aussi. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils reviennent pas. Donc, si vous voulez, le problème, à un moment donné, vous vous dites, après tout, c'est loin d'être parfait. C'est pas mirobolant, forcément, mais c'est mieux que de se retrouver tout seul. Et je trouve que l'humilité, enfin, en tout cas pour ma part, parce que je ne peux parler que de moi, l'humilité, ça aide beaucoup à vivre, je trouve. Et la simplicité. Parce que plus on est exigeant... Quand on est grands-parents, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce que vous relevez quand on est grand-parent, moi, j'attends. Je ne vois rien venir, mais je me dis, c'est déjà compliqué avec les enfants. Mais c'est intéressant parce que oui, moi je trouve que si on veut maintenir des liens, on se rend compte que souvent, et moi c'est ce que je pense pour moi-même, on voit ce que les autres nous font.
mais on ne se rend pas compte que nous-mêmes, on agit aussi des choses et peut-être qu'on a un retour dont on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants, mais c'est peut-être beaucoup plus complexe que ça. Voilà, moi, et ça engendre une position d'humilité. Enfin, moi, de mon point de vue, je ne vois pas comment faire autrement. Non, mais plus c'est humain, c'est normal. Ben, c'est ça. Et la simplicité, c'est difficile. Enfin, voilà. Peut-être on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais moi, j'ai passé un bon moment, en tout cas. Voilà. C'est ça qui compte. Merci pour votre écoute. Et... Il s'agissait à l'instant de Lucie Versnayen et Éric Trapenier, co-auteurs de l'ouvrage « Soigner les blessures familiales, approche systémique et psychothérapie expérientielle » aux éditions RS, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, vendredi 21 novembre 2025, réalisée et mise en onde par Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.